L'histoire de deux sœurs jumelles démunies vendant de la limonade pour soigner leur mère malade aurait pu n'être qu'un conte, mais lorsque la véritable identité de cette femme fut révélée à un jeune milliardaire, il en resta muet. Le silence régnait dans la cuisine de l'appartement parisien ce samedi matin, seulement troublé par le tambourinement rythmé de petits doigts sur le bois usé de la table. Sophie, tout juste 5 ans, fixait l'horloge murale avec une intensité qui aurait amusé tout adulte, ses yeux bleus rivés sur la trotteuse, comme si sa seule volonté pouvait en hâter la course. Près d'elle, une pyramide de citrons, méticuleusement rangée par taille, témoignait d'une précision étonnante pour son jeune âge. Le soleil matinal, encore timide, filtrait par la fenêtre de la cuisine, faisant luire les fruits jaunes comme de petits trésors. Élodie, sa jumelle, était penchée sur la table, dessinant avec des crayons de couleur sur un morceau de carton trouvé derrière le réfrigérateur. Ses petites mains s'activaient, étalant des couleurs vives sur la toile improvisée, et de temps en temps, elle soufflait sur une mèche rebelle de cheveux bruns qui lui tombait sur les yeux. Le son d'une quinte de toux résonna depuis le couloir, figeant instantanément les deux fillettes. C'était un son qu'elles avaient appris à craindre ces dernières semaines, un son rauque, profond, douloureux. Sophie serra si fort le citron dans sa main que ses petits doigts devinrent blancs. Élodie laissa tomber son crayon rouge qui roula jusqu'au bord de la table. « Maman a besoin du sirop cher pour la toux », murmura Élodie, brisant le silence tendu qui suivit la toux. Elle repoussa sa chaise, dont les pieds de bois raclèrent le carrelage, brisant la quiétude matinale. Sophie observa sa sœur s'approcher du grand placard, celui qu'elle ne pouvait atteindre. « Tu ne peux pas grimper là-haut, » prévint-elle d'une voix basse mais ferme. « Tu vas tomber. »« Non, je ne tomberai pas. » Élodie poussait déjà une des chaises de la cuisine vers le meuble. « Je veux juste voir combien il reste dans la bouteille de sirop. » Isabelle apparut à l'embrasure de la porte quelques secondes plus tard, comme invoquée par l'inquiétude silencieuse de ses filles. Son visage était pâle, marbré de plaques rosées qui trahissaient la fièvre qu'elle tentait de dissimuler. Ses cheveux bruns, autrefois toujours coiffés en une queue de cheval soignée, tombaient maintenant en désordre sur les épaules d'une vieille robe de chambre bleue. « Mes petites lèvres tôt », força-t-elle un sourire, sa voix éraillée par l'effort de paraître normale. « Qu'est-ce que vous fabriquez de si bonne heure ?» Élodie sauta de la chaise avec agilité, cachant ses mains derrière son dos comme pour effacer sa tentative d'escalade. « Rien, maman, on organisait juste les citrons, » acheva rapidement Sophie en montrant sa pile parfaitement alignée sur la table. Isabelle s'avança lentement, une main appuyée sur le mur pour se soutenir. Sophie, toujours observatrice, remarqua comment les doigts de sa mère tremblaient légèrement contre le papier peint écaillé. Elle vit aussi les cernes sombres sous ses yeux, plus marquées que la veille, et comment elle semblait lutter pour maintenir son sourire. « Et pourquoi organisons-nous des citrons si tôt un samedi ?» demanda Isabelle en tirant une chaise pour s'asseoir, un mouvement simple qui la laissa un instant essoufflée. Élodie saisit l'occasion, toujours la première à parler quand elle avait une idée. « On veut faire de la limonade », lança-t-elle, rebondissant presque d'excitation. « Sophie a déjà trié les citrons, regarde comme ils sont jolis. » En effet, Sophie avait aligné 12 citrons en 3 rangées parfaites. À côté, une collection de gobelets en plastique coloré, cadeau du Noël précédent, attendait avec une précision égale. Il y avait aussi un petit carnet à l'écriture tremblante, partiellement caché sous un torchon. Isabelle tendit la main vers le carnet, mais Élodie fut plus rapide, l'attrapant et le cachant derrière son dos. « C'est une surprise », déclara-t-elle avec un sourire qui révélait l'espace laissé par une dent de lait récemment tombée. À l'intérieur du carnet se trouvait leur plan secret, une coupure de presse d'une pharmacie vantant le coûteux sirop dont leur mère avait besoin. Le prix, entouré de rouge, semblait une montagne insurmontable pour leurs maigres économies. « D'accord », céda Isabelle, s'installant avec précaution dans sa chaise, un mouvement que Sophie nota avec inquiétude. « Je vais vous apprendre la recette spéciale de grand-mère. » Les yeux des jumelles s'écarquillèrent de surprise. La recette de grand-mère était une légende familiale,
un secret transmis de génération en génération qu'Isabelle avait toujours dit ne leur enseigner que lorsqu'elle serait assez grande. Mais Sophie hésita, son sens de l'ordre entrant en conflit avec son excitation. « Tu as toujours dit que c'était seulement pour quand on serait plus grande. » Isabelle tendit la main et toucha doucement le visage de sa fille. Ses doigts étaient plus froids que d'habitude, nota Sophie. « Parfois, » dit doucement Isabelle, faisant ressentir une pointe de tristesse aux fillettes. « On grandit un peu plus vite que prévu. » Élodie frappa dans ses mains, dissipant la gravité du moment. « Je vais chercher l'eau. Elle doit être froide, n'est-ce pas? »« Oui, mon amour, bien fraîche. » Tandis qu'Élodie courait vers le réfrigérateur, Sophie resta près de sa mère, ses yeux vigilants scrutant chaque détail de son visage aimé. Les nouvelles rides d'inquiétude, la façon dont elle pressait parfois une main sur sa poitrine, comme si quelque chose lui faisait mal. Pendant près d'1 heure, la cuisine se transforma en un laboratoire improvisé. Élodie insistait pour goûter le mélange à chaque nouvel ingrédient, tandis que Sophie notait méticuleusement chaque étape dans son petit carnet, bien qu'elle sût à peine écrire. Isabelle observait ses filles avec un mélange de fierté et d'angoisse. Élodie, pieds nus et avec des taches de sucre sur les joues, agitait les bras en affirmant que la limonade était déjà parfaite. Sophie, portant un tablier improvisé à partir d'un vieux t-shirt, insistait sur le fait qu'il fallait remuer davantage. Quand elles eurent enfin terminé, le soleil de midi filtrait à travers les fenêtres, créant des motifs dorés sur le sol usé. L'odeur de citron frais emplissait l'air, mêlée à l'odeur douce du sucre et à quelque chose d'autre, peut-être de l'espoir, peut-être de la détermination. « Maintenant, elle est parfaite », décréta Élodie, après avoir goûté la dernière tasse, se retrouvant avec une moustache de limonade. Ses yeux brillaient de satisfaction. « Elle a le même goût que celle de grand-mère. » Sophie, toujours plus réservée, n'en but qu'une petite gorgée, avant d'hocher la tête en signe d'approbation, ses yeux identiques à ceux de sa sœur, mais porteurs d'un poids qu'aucune fillette de 5 ans ne devrait connaître, se tournant anxieusement vers leur mère. Isabelle goûta la limonade et, un instant, fut transportée dans sa propre enfance. La saveur la ramena dans le jardin de sa mère, où elle avait appris la recette au même âge que ses filles. Sa mère, en bonne santé, forte, pleine de vie, lui avait patiemment enseigné l'équilibre parfait entre le sucré et l'acide. « Elle est parfaite, mes petites, » murmura-t-elle, retenant les larmes qui menacèrent de couler. Les jumelles commencèrent immédiatement à installer leur stand improvisé. Sophie avait gardé une vieille table en plastique spécialement pour cela, petite, avec un pied légèrement plus court que les autres, mais parfaite à leurs yeux. Élodie terminait son panneau, écrit en lettres vives et inégales. « Limonade spéciale, recette de grand-mère. »« On va la vendre juste au coin de la rue, » annonça Élodie, courant déjà vers la porte, ses petits pieds nus touchant à peine le sol dans son excitation. « Attends !» cria Sophie, essayant d'équilibrer le pichet de limonade. « Il faut l'organiser correctement. Et mets tes chaussures. » Isabelle se tenait à l'entrée de la cuisine, partagée entre la fierté et la culpabilité qui la rongeaient. Cela ne devrait pas être comme ça. Ses filles devraient jouer à la poupée, courir dans le parc, profiter de la précieuse simplicité de l'enfance. Elles ne devraient pas s'inquiéter de l'argent pour des médicaments, ni connaître sitôt le poids des responsabilités. La première cliente de la journée fut Madame Colette, la voisine âgée du numéro 43. Ces derniers mois, Isabelle avait remarqué qu'elle aussi toussait beaucoup, surtout les matins humides. La vieille dame s'arrêta devant le stand, ses yeux ridés s'emplissant de larmes à la vue des minuscules vendeuses. « Combien pour cette boisson merveilleuse ?» demanda Madame Colette, la voix chargée d'émotion. « 2 €, annonça fièrement Élodie. « C'est la recette secrète de grand-mère. »« La recette de grand-mère !» sourit Madame Colette en fouillant dans son sac à main usé. Elle sortit un billet de 10 €. « Alors, je prendrai 2 verres. »« Mais, » commença Sophie, cherchant la monnaie dans le petit bocal en verre qu'elles avaient apporté. « Gardez la monnaie, mes chéris, » insista Madame Colette, sa main tremblante caressant les cheveux des filles.
Vous me rappelez tellement votre mère à votre âge. » Le visage d'Élodie s'illumina au compliment, mais ce fut Sophie qui plaça soigneusement l'argent dans le bocal en murmurant un timide « Merci ». L'après-midi s'écoula lentement sous le soleil d'été. Certaines personnes s'arrêtaient, attirées par le sourire contagieux d'Élodie ou par l'organisation impeccable de Sophie. D'autres passèrent leur chemin, quelques-uns promettant de revenir plus tard. Les jumelles ne perdaient jamais espoir. Élodie inventait des histoires de plus en plus élaborées sur la limonade magique, prétendant que les citrons venaient d'un jardin enchanté. Sophie s'assurait que chaque verre contenait exactement la même quantité, utilisant une petite règle pour mesurer le niveau du liquide. Quand le soleil commença à se coucher, peignant le ciel de teintes orangées et roses, elles remballèrent leurs affaires. Elles n'avaient pas vendu autant qu'espéré, mais leurs petits visages rayonnaient de fierté en comptant les pièces. De retour dans la cuisine, elles rangèrent l'argent dans une boîte à biscuits vide, que Sophie cacha soigneusement derrière les casseroles. Isabelle, qui avait tout observé depuis la fenêtre toute la journée, attendit que ses filles aillent se préparer pour leur bain avant de vérifier la boîte. 43 €. Son cœur se serra à la pensée du sirop, qui coûtait près de 200 €. Des larmes silencieuses glissèrent sur son visage alors qu'elle remettait la boîte où Sophie l'avait laissée. « Maman ?» La voix de Sophie venait de l'embrasure de la porte. « Ne pleure pas. Demain, on en vendra plus. » Élodie apparut juste derrière sa sœur, les cheveux encore en désordre de la journée. « Et je ferai de nouveaux panneaux, avec des paillettes cette fois. » Isabelle ouvrit les bras et ses petites se précipitèrent dans son étreinte. L'odeur de citron s'accrochait encore à leurs cheveux, se mêlant à la douceur de l'enfance qu'elle tentait désespérément de protéger. « Mes petites guerrières » murmura-t-elle en embrassant le sommet de leur tête. « Mes courageuses petites guerrières. » Plus tard cette nuit-là, après avoir couché les jumelles, Isabelle retourna dans la cuisine. Son uniforme de sauveteuse était toujours accroché dans le placard du haut, avec la médaille d'honneur qu'elle avait reçue des années auparavant. Ses mains tremblaient en touchant le tissu familier. « Je sauvais des gens », murmura-t-elle à l'uniforme silencieux. « Et maintenant, je ne peux même pas me sauver moi-même. » La toux revint, plus forte cette fois, et elle se couvrit rapidement la bouche avec un mouchoir. Dans la pièce voisine, ses filles dormaient, rêvant de citrons et de pièces de monnaie, trop innocentes pour saisir pleinement la gravité de la situation, mais trop courageuses pour abandonner. L'uniforme retourna dans sa cachette, mais la médaille resta sur la table. Dans la cuisine sombre, son éclat semblait une promesse du passé à l'avenir, un rappel que sauver des vies commence parfois par quelque chose d'aussi simple qu'un verre de limonade. Au dernier étage de la tour Montparnasse, le plus haut gratte-ciel de la ville, Antoine Dubois fixait l'écran de projection dans sa salle de conférence privée. Des chiffres rouges clignotaient comme des signaux d'alarme qu'il tentait d'ignorer depuis des semaines. L'horloge murale indiquait 9h15, mais la tension dans la pièce ressemblait à la fin d'une très longue journée. À sa droite, Jean-Pierre Moreau ajustait nerveusement une cravate bleu marine qui coûtait plus que le salaire mensuel de nombreux ouvriers. En 20 ans, en tant qu'assistant de direction, Jean-Pierre avait développé un 6e sens pour les ennuis, et ce matin-là, chaque instinct criait au danger. « Les niveaux de contamination sont dans les limites légales, monsieur », expliqua le docteur Bernard Leclerc, le directeur technique de l'entreprise, un homme d'âge mûr faisant des gestes avec un pointeur laser vers des graphiques complexes. Techniquement, il n'y a rien d'illégal dans nos opérations. Antoine passa ses doigts sur la cicatrice de son bras droit, un geste devenu un tic nerveux au fil des ans. La marque, rappel constant du jour où il avait failli se noyer, semblait le picoter chaque fois que quelque chose le troublait profondément. Et ce matin-là, la sensation était particulièrement forte. « Techniquement », répéta-t-il, laissant le mot en suspens dans la pièce climatisée comme une accusation silencieuse. « Mais en pratique, docteur Leclerc ?» Le directeur technique déglutit difficilement, ses yeux cherchant instinctivement le soutien de Jean-Pierre. C'est ainsi que fonctionnait Dubois Industries.
Quand les questions devenaient trop difficiles, tout le monde se tournait vers Jean-Pierre Moreau, l'homme qui savait toujours quoi dire pour calmer n'importe quelle situation. Jean-Pierre s'éclaircit la gorge, intervenant avec la douceur polie de quelqu'un qui avait passé 2 décennies à désamorcer des crises. Les incidents isolés de problèmes respiratoires dans le quartier près de l'usine n'ont aucun lien prouvé avec nos opérations, monsieur. Nous pouvons argumenter que de multiples facteurs environnementaux. Argumenter ? Antoine se leva brusquement, coupant la présentation. Sa silhouette, projetée sur le mur par la lumière du projecteur, vacillait comme un géant agité. Nous parlons de gens malades, Jean-Pierre. De vraies personnes, pas de chiffres sur une feuille de calcul. Des gens qui pourraient poursuivre l'entreprise, ajouta Jean-Pierre, son ton professionnel masquant la froideur des mots. Bon, mais ne vous inquiétez pas, j'ai l'habitude de gérer ce genre de situation discrètement. J'ai traité des cas similaires dans d'autres entreprises. Les doigts d'Antoine retournèrent à sa cicatrice, presque inconsciemment. Des souvenirs d'eau froide inondant ses poumons l'envahirent, ainsi que la sensation d'impuissance totale. Puis autre chose, quelque chose d'important que son esprit gardait enfoui, comme un rêve qui s'échappe au réveil. « Poursuivez la présentation », ordonna-t-il en se rasseyant. « Je veux toutes les données, pas seulement ce qui nous donne bonne apparence, et que quelqu'un ouvre ses rideaux, s'il vous plaît. On se croirait à un enterrement ici. » Jean-Pierre fit un signe, et l'un des assistants se dépêcha d'ouvrir les lourds rideaux automatisés. La lumière naturelle inonda la pièce, révélant une vue panoramique de la ville s'étendant jusqu'à l'horizon. En bas, les gens ressemblaient à des fourmis vaquant à leurs occupations, ignorant que des décisions qui changeraient leur vie se prenaient à des centaines de mètres au-dessus d'eux. La réunion se poursuivit pendant une autre heure. Le docteur Leclerc présenta des diapositives de plus en plus complexes, tentant de démontrer que les niveaux d'émission étaient techniquement acceptables. D'autres dirigeants intervinrent avec des analyses coûts-bénéfices, des projections de marché et des études d'impact financier. Des termes comme gestion des dommages, gestion de crise et règlement à l'amiable flottaient dans l'air comme une poussière toxique. Antoine regardait ses dirigeants discuter de chiffres de compensation comme s'ils négociaient des fournitures de bureau. Quand quelqu'un suggéra d'externaliser une partie de la production pour répartir la responsabilité, il eut la nausée. « Assez », déclara-t-il finalement en se levant à nouveau. « Préparez un rapport complet pour lundi. Et par complet, je veux dire complet. Je veux savoir exactement ce que nous déversons dans cette rivière et ce qui sort de ces cheminées. » La salle se vida rapidement, les cadres agrippant leurs ordinateurs portables et leurs tablettes comme des boucliers d'entreprise. Seul Jean-Pierre resta, suivant Antoine dans son bureau privé adjacent à la salle de conférence. Le bureau était une étude de contraste. D'un côté, un mobilier moderne et élégant et une technologie de pointe. De l'autre, des touches personnelles qui humanisaient l'espace. Un vieux ballon de football dans une vitrine en verre, des photographies en noir et blanc de lieux reculés et une médaille encadrée, sa première victoire en compétition de natation, avant l'accident. « Antoine », dit Jean-Pierre en fermant la porte avec un soin calculé. « Je dois vous rappeler que l'entreprise est à un moment critique. Notre introduction en bourse est prévue pour le trimestre prochain. Toute instabilité pourrait compromettre des années de travail. »« Des années de travail », répéta Antoine, s'arrêtant devant la baie vitrée. En bas, la ville s'étendait comme un échiquier, chaque mouvement nécessitant un calcul précis. « Sais-tu depuis combien d'années cette usine fonctionne, Jean-Pierre ?»« 23, répondit promptement Jean-Pierre. « C'était le premier investissement majeur de votre père. »« Avant qu'il ne meure et ne me laisse avec une entreprise à diriger à 22 ans, termina Antoine. « Sais-tu ce qu'il m'a dit à l'hôpital, Jean-Pierre ? Ses derniers mots ?» Jean-Pierre ne dit rien. Bien sûr, il connaissait l'histoire. Il était impossible de travailler si étroitement avec Antoine pendant si longtemps sans connaître les fantômes qui le hantaient. « Fais ce qui est juste », cita Antoine, la voix chargée d'une émotion qu'il montrait rarement. Il n'a pas dit «
fais croître l'entreprise ou maximise les profits. Il a dit « fais ce qui est juste ». Et vous l'avez fait, argumenta Jean-Pierre en s'avançant prudemment. Vous avez transformé une entreprise de taille moyenne en un conglomérat employant des milliers de personnes. Vous avez créé des opportunités, généré de la richesse, développé de nouvelles technologies. À quel prix, Jean-Pierre ? La question flotta comme de la fumée. Jean-Pierre rajusta de nouveau sa cravate, révélant son malaise. Tout progrès a un prix, Antoine. Vous devriez le savoir mieux que quiconque. Quand j'ai repris l'entreprise, l'interrompit Antoine, je me suis promis de faire les choses différemment, que je ne serais pas juste un autre homme d'affaires, courant après le profit. Et maintenant nous sommes là à discuter de la manière de gérer discrètement le fait que des gens tombent malades à cause de nous. La main d'Antoine retourna à sa cicatrice. Le picotement s'intensifia, ramenant des flashs confus de mémoire. Eau glacée, panique, une voix de femme, des mains fortes le tirant à la surface. Parfois, je me demande, Jean-Pierre, murmura-t-il plus pour lui-même que pour son assistant, à quel point le succès est vraiment lourd. Monsieur ? Rien. Antoine attrapa son blazer du dossier de sa chaise. Je vais faire une promenade. J'ai besoin de réfléchir. Mais vous avez une réunion avec les investisseurs chinois prévue pour... Reporter. Antoine, il y avait une note d'urgence dans la voix de Jean-Pierre maintenant. Je comprends votre préoccupation, mais nous devons être stratégiques. Si cette histoire fuite dans la presse, alors nous ferions mieux de nous assurer que nous n'avons rien à cacher, n'est-ce pas ? Sans attendre de réponse, Antoine sortit du bureau. Dans l'ascenseur panoramique, il vit son reflet dans le verre. Un costume impeccable, des tempes grisonnantes lui donnant un air distingué à 45 ans, une posture qui rayonnait d'autorité. L'image parfaite du succès en entreprise. Mais ses yeux semblaient alourdis par toutes les décisions qu'il avait menées là. En sortant, l'air de la ville le frappa comme une gifle de réalité. Antoine desserra sa cravate en marchant sans but, laissant ses pieds le guider loin des gratte-ciel en miroir du quartier des affaires. Le contraste était saisissant. À quelques rues de là, les immeubles de luxe cédaient la place à des constructions plus modestes, et les boutiques haut de gamme étaient remplacées par de petits commerces locaux. Sans s'en rendre compte, il se retrouva dans la même rue où il avait vu ces petites vendeuses de limonade la veille. À sa surprise, elles étaient toujours là. La même table de fortune, le même panneau coloré, les mêmes jumelles, l'une bavarde, l'une concentrée. Quelque chose en elle lui donnait envie de s'arrêter, de regarder, de comprendre. « Hé, le monsieur riche est de retour !» La plus bavarde, Élodie, se souvint-il, sursauta presque en le voyant. « Vous voulez goûter à nouveau notre limonade magique ?» L'autre fille, Sophie, leva les yeux de son petit carnet rempli de notes soignées. Il y avait quelque chose dans son regard, un sérieux au-delà de son âge, qui le troublait profondément. Cela lui rappelait lui-même, après la mort de son père, forcé de grandir trop vite. « Pourquoi magique ?» demanda-t-il en s'arrêtant à leur stand. Élodie afficha un large sourire avec une dent de devant manquante. « Parce qu'elle guérit les gens, comme notre maman qui ira mieux quand on aura économisé assez d'argent pour ses médicaments. » Antoine sentit à nouveau sa cicatrice picoter, plus fort cette fois. « Votre mère est malade ?»« Elle tousse beaucoup, » répondit Sophie, sa voix douce mais ferme. « Comme Madame Colette et la dame de l'appartement 37 et le monsieur de la boulangerie. »« Sophie !» la sermonna Élodie. « Ne parle pas des autres, tu te souviens ?» Antoine fronça les sourcils. Ce quartier était à moins de 3 kilomètres de son usine principale. La même usine au cœur de la réunion de ce matin. La même usine qui, selon les rapports techniquement acceptables, ne présentait aucun risque pour la communauté. « Combien avez-vous économisé jusqu'à présent ?» demanda-t-il, essayant de garder un ton désinvolte alors que son esprit s'emballait d'implication. Sophie vérifia son petit carnet avec le sérieux d'une comptable. « 43 €, mais le médicament coûte presque 200 €. Combien coûte votre limonade aujourd'hui ? 2 €,
répondit promptement Élodie, passant en mode vente. « Mais si vous voulez en ramener à la maison pour toute votre famille, on peut vous faire un prix. Et si vous en achetez 3, vous avez un gobelet décoré que j'ai dessiné moi-même. » Antoine sortit son portefeuille, une belle pièce en cuir italien qui coûtait probablement plus que tous les meubles de la maison des filles. Le contraste le fit hésiter un instant, se souvenant de sa propre enfance, pas aussi privilégiée que beaucoup l'imaginaient. « J'aimerais acheter toute la limonade que vous avez. » Les yeux des jumelles s'écarquillèrent en parfaite synchronie. « Toute ?» demanda Élodie, incrédule. « Toute ?» confirma-t-il en tendant quelques billets. « Et je reviendrai demain pour en acheter plus. » Alors que les filles se dépêchaient de servir les gobelets, Sophie, insistant pour mesurer chacun précisément, tandis qu'Élodie essayait d'accélérer les choses, Antoine remarqua un homme de l'autre côté de la rue. Il avait l'air d'avoir la trentaine et prenait discrètement des photos. Il tenait un carnet portant le logo d'un journal local. La cicatrice sur le bras d'Antoine picota plus intensément, presque douloureusement maintenant. Quelque chose refaisait surface des profondeurs de sa mémoire, quelque chose sur le fait d'être sauvé, sur la gratitude, sur la responsabilité. Cette image d'eau glacée, la panique, puis une jeune femme plongeant après lui, une sauveteuse. Les images étaient confuses, comme un puzzle avec des pièces manquantes. « Voilà, monsieur le riche !» Élodie lui tendit le dernier gobelet, débordant non seulement de limonade, mais aussi d'espoir. J'ai dessiné quelque chose de spécial sur le gobelet, vous voyez? C'est un super-héros qui sauve tout le monde. Antoine prit le gobelet, décoré de dessins enfantins de gens souriants. Au centre, une silhouette avec une cape volait au-dessus de ce qui ressemblait à la ville, dispersant des cœurs partout. Le dessin était simple mais significatif, la vision pure d'un enfant de ce que signifie faire une différence dans le monde. Vous savez, le plus cool avec les super-héros, continua Élodie avec l'innocence inébranlable que seuls les enfants possèdent, c'est qu'ils font toujours ce qui est juste, même quand c'est difficile. Les mots frappèrent Antoine comme un coup de poing à l'estomac. Fais ce qui est juste. Les derniers mots de son père résonnaient dans son esprit, se fondant dans la voix enfantine d'Élodie. Il sirota lentement la limonade, savourant l'équilibre parfait entre le sucré et l'acide. Un instant, le poids du succès sur ses épaules lui parut un peu plus léger, comme si cette simple boisson contenait quelque chose de plus que de l'eau, du sucre et des citrons, quelque chose comme la rédemption. « Serez-vous là demain ?» demanda-t-il, connaissant déjà la réponse. « Tous les jours », confirma Élodie avec enthousiasme, « jusqu'à ce qu'on ait assez d'argent pour les médicaments de maman. »« Et après ça ?» demanda Antoine, sincèrement curieux. Sophie leva les yeux de son carnet pour la première fois depuis qu'elle avait commencé à compter l'argent. « Après ça, on économisera pour aider Madame Colette, puis le monsieur de la boulangerie, et puis tous ceux qui en ont besoin, » termina Élodie en hochant fermement la tête. Antoine sentit quelque chose s'agiter au fond de sa poitrine. Pas la culpabilité de la réunion de ce matin, ni le fardeau des décisions d'entreprise, mais quelque chose de plus essentiel. Peut-être était-ce le souvenir de qui il avait voulu être lorsqu'il avait repris l'entreprise de son père, avant que les chiffres et les feuilles de calcul ne commencent à obscurcir ce qui comptait vraiment. « Tenez !» dit-il en sortant une carte de visite de sa poche et en la tendant à Sophie, la reconnaissant comme la plus responsable des deux. « Si vous avez besoin de quoi que ce soit, appelez-moi. » Sophie examina attentivement la carte, ses yeux parcourant chaque lettre de « Antoine Dubois, président, Dubois Industries ». Elle la glissa dans la poche de son tablier improvisé comme s'il s'agissait d'un trésor. En s'éloignant du stand de limonade, Antoine remarqua que l'homme à l'appareil photo était toujours là, prenant maintenant des notes. Un instant, leurs regards se croisèrent, et Antoine eut le sentiment désagréable que ce ne serait pas leur dernière rencontre. De retour au bureau, il trouva Jean-Pierre qui l'attendait, avec une pile de documents à signer. Son assistant commença immédiatement à parler de la réunion reportée avec les investisseurs chinois, mais Antoine l'écoutait à peine. Jean-Pierre,
l'interrompit-il, « il y a quelque chose que j'ai besoin que tu fasses. » « Bien sûr, monsieur. Ce rapport que j'ai demandé pour lundi, je le veux sur mon bureau demain matin. Et encore une chose, rassemble toutes les données sur tous les problèmes de santé signalés dans le quartier près de l'usine au cours des 5 dernières années. » Jean-Pierre blêmit. « Monsieur, je ne pense pas que ce serait prudent. »« Je ne te demande pas ton avis, Jean-Pierre, je te donne un ordre. » Seul dans son bureau, Antoine contemplait la ville à travers la baie vitrée. Le soleil de l'après-midi transformait les gratte-ciel en miroirs dorés, créant une illusion de perfection qui cachait les ombres dans les ruelles et les histoires derrière chaque fenêtre. Sa main retrouva la cicatrice sur son bras. La sensation de picotement avait diminué, mais le souvenir de l'eau et d'avoir été sauvé restait clair. Il y avait quelque chose de crucial dans ce souvenir, quelque chose de lié au présent d'une manière qu'il ne comprenait pas encore entièrement. Sur son bureau, une pile de documents attendait son attention. Contrats, rapports, propositions d'expansion. L'empire qu'il avait bâti exigeait des décisions constantes, chacune ayant des conséquences lourdes. Mais à ce moment-là, tout ce à quoi Antoine pouvait penser était le goût aigre-doux de la limonade et les paroles innocentes d'un enfant sur les super-héros qui font toujours ce qui est juste. Philippe Dubois ajusta la mise au point de son appareil photo, capturant le moment exact où une dame âgée se couvrait la bouche avec un mouchoir, luttant contre une autre quinte de toux. À travers l'objectif, il remarqua que les rideaux de la maison voisine se fermaient brusquement. Les habitants du quartier devenaient de plus en plus méfiants envers les étrangers. Alors, Madame Colette, il baissa son appareil, tournant son attention vers son carnet. « Vous avez dit que vos problèmes ont commencé il y a combien de temps ?» La vieille femme s'installa sur la chaise en plastique de son porche, son visage fatigué, marqué par de profondes ombres sous les yeux. « Ça doit faire 2 ans maintenant. Ça a commencé doucement, vous savez. Une toux par-ci, un essoufflement par-là. On pensait que c'était juste la vieillesse. » Philippe nota d'autres informations. En 2 semaines d'enquête, il avait identifié une tendance troublante. Les cas de maladies respiratoires dans le quartier augmentaient au même rythme que l'usine de Dubois. Industrie augmentait sa production. « Et Isabelle ?» demanda-t-il, essayant de garder un ton désinvolte. « Vous la connaissez bien, n'est-ce pas ?» Les yeux de Madame Colette s'illuminèrent un instant. « Ah, Isabelle, cette fille a un cœur d'or. Même si elle est malade elle-même, elle s'inquiète toujours pour tout le monde. Et ses filles ? Avez-vous vu les petites vendre de la limonade ? Exactement comme leur mère quand elle avait leur âge. » Philippe sourit, se rappelant les jumelles qu'il avait photographiées quelques jours auparavant. « Saviez-vous qu'elle était sauveteuse ? » ?»« Pas était, mon garçon. Elle l'est toujours, dans l'esprit. Même si elle ne travaille plus. Certaines choses ne vous quittent jamais. » De l'autre côté de la ville, dans son bureau au sommet de la tour Montparnasse, Antoine Dubois fixait une vieille photographie que son détective privé avait trouvée. On y voyait une jeune femme en uniforme de sauveteuse, souriant à l'appareil photo, tenant une médaille d'honneur. La date dans le coin inférieur indiquait qu'elle avait été prise il y a 6 ans. « Vous êtes sûr que c'est elle ?» demanda-t-il à l'enquêteur, sa main touchant inconsciemment la cicatrice sur son bras. « Positif, monsieur. Isabelle Moreau, 28 ans à l'époque, a travaillé comme sauveteuse pendant 5 ans avant de prendre un congé pour une grossesse à haut risque. Des jumelles. » Antoine se pencha en arrière dans son fauteuil, des souvenirs fragmentés tourbillonnant dans son esprit comme des pièces de puzzle refusant de former une image complète. Eau glacée, panique, des mains fortes le tirant vers le haut. « Je veux tout sur elle, » ordonna-t-il. « Antécédents médicaux récents, situation financière, routine quotidienne. Et surtout, pourquoi elle vit si près de notre usine. » L'enquêteur prit une note. « Monsieur, il y a autre chose que vous devriez savoir. Elle n'est pas la seule à avoir des problèmes de santé dans ce secteur. J'ai trouvé des dossiers de nombreux cas similaires dans le quartier. » Antoine sentit sa cicatrice picoter de nouveau. « Continuez à creuser, et gardez ça pour vous pour l'instant. » Pendant ce temps, dans la petite maison des Moreau,
Élodie et Sophie exploraient le grenier à la recherche de plus de citrons qu'Isabelle gardait dans une vieille caisse en bois. Au milieu de la poussière et des vieilles boîtes, Sophie trouva quelque chose qui capta son attention. « Regarde !» appela-t-elle sa sœur, tenant un journal relié en cuir bleu délavé. Élodie laissa tomber les citrons qu'elle tenait et se précipita pour voir ce que Sophie avait trouvé. « Qu'est-ce que c'est ?»« On dirait le journal de maman. » Sophie souffla la poussière de la couverture, révélant une date d'il y a 6 ans. Les sœurs échangèrent un regard, partagé entre la curiosité et le respect de la vie privée de leur mère. Avant qu'elles ne puissent décider quoi faire, une coupure de journal glissa d'entre les pages, flottant doucement jusqu'au sol. Élodie l'attrapa la première. « Hé, c'est le monsieur riche !» La photo en noir et blanc montrait un Antoine Dubois plus jeune, trempé et apparemment inconscient, porté par une femme en uniforme de sauveteuse. « C'est maman !» reconnurent-elles immédiatement. « Qu'est-ce que vous faites là-haut » Les jumelles se retournèrent, surprises. Isabelle se tenait à l'entrée du grenier, une main sur le cadre pour s'équilibrer, les yeux fixés sur le journal et la coupure de presse. « Je suis désolée, maman », commença Sophie, mais Élodie l'interrompit. « Pourquoi tu ne nous as jamais dit que tu avais sauvé le monsieur riche ?» Isabelle s'avança lentement vers ses filles, s'asseyant avec précaution sur une vieille caisse en bois. Un instant, elle resta silencieuse, comme si elle décidait quoi dire. « Certaines histoires, dit-elle finalement, la voix rauque à cause de sa toux constante. On les garde non pas parce qu'elles sont des secrets, mais parce qu'il est difficile de les revivre. »« Mais tu es une héroïne, » protesta Élodie, les yeux brillants d'admiration. Isabelle sourit tristement. « Être un héros, ce n'est pas seulement un grand acte, mon amour. Parfois, ce sont de petits actes de courage, jour après jour. » Sophie, qui avait étudié attentivement la photo, demanda « C'est pour ça qu'il a acheté toute notre limonade ?»« Il a fait quoi ?» Les jumelles lui racontèrent les visites d'Antoine à leur stand, comment il achetait toujours toute la limonade, et promettait de revenir. Isabelle écouta en silence, son expression un mélange complexe d'émotions. « Maman, » hésita Sophie, « raconte-nous comment ça s'est passé. » Isabelle prit le journal, ses mains tremblantes. Ses pages jaunies contenaient non seulement des souvenirs, mais aussi des coupures de journaux, des photographies, et même le ruban de la médaille d'honneur qu'elle avait reçu pour le sauvetage. « C'était un matin d'orage, » commença-t-elle, sa voix transportant les jumelles à ce jour-là. La mer était agitée, des drapeaux rouges tout le long de la plage. Dans le bureau d'Antoine, le téléphone sonna. C'était Jean-Pierre, son assistant. « Monsieur, ce journaliste, il pose plus de questions. J'ai eu accès à une partie de ce qu'il a écrit et, eh bien, il sait pour Isabelle. » Antoine sentit son estomac se nouer. « Qu'est-ce que tu veux dire, il sait pour Isabelle ?» Il a découvert le sauvetage et il fait le lien entre l'emplacement de l'usine et les maladies dans le quartier. Dans le quartier, Philippe poursuivait son entretien avec Madame Colette. La vieille femme lui montrait maintenant de vieilles photos du secteur. « Vous voyez cet arbre ici ?» dit-elle en pointant une photo jaunie. « Il est mort il y a 2 ans. Les gens disent que le sol a été contaminé, mais personne n'a jamais vraiment enquêté. Vous pensez que c'est lié à l'usine ?» Madame Colette toussa de nouveau avant de répondre. « Écoutez, mon garçon, nous ne sommes pas stupides. Avant que l'usine n'augmente sa production, personne ici n'avait ces problèmes. Maintenant, eh bien, avez-vous compté combien sont malades, rien que dans cette rue ?» Philippe vérifia ses notes. Le nombre était effrayant. Rien que dans cette rue, il y avait 12 cas confirmés de problèmes respiratoires chroniques. « Isabelle est la plus mal en point, » continua Madame Colette, sa voix baissant à un ton de conspiration. « Elle était forte comme un bœuf quand elle travaillait comme sauveteuse. Maintenant, elle peut à peine monter les escaliers sans perdre son souffle. » Chez les Moreau, Isabelle terminait de raconter à ses filles le jour du sauvetage. Élodie buvait chaque parole, tandis que Sophie posait des questions précises sur des détails spécifiques.
Et il ne t'a même pas reconnu ? demanda Élodie, incrédule. Isabelle secoua la tête. Il était inconscient quand je l'ai sorti de l'eau. Le temps qu'il se réveille à l'hôpital, j'étais déjà parti. Je n'ai jamais cherché la reconnaissance publique. Mais la médaille ? demanda Sophie en pointant le ruban doré qui reposait maintenant sur le journal. La médaille, sourit Isabelle en la prenant délicatement, n'est qu'un symbole. Sa vraie valeur est dans ce qu'elle représente. Faire ce qui est juste, même quand c'est difficile. Les filles échangèrent un regard significatif, pensant à la limonade qu'elle vendait chaque jour. À la tour Montparnasse, Antoine reçut un autre rapport de son enquêteur. Parmi les pages de données et de graphiques, un détail sauta aux yeux. Isabelle avait déménagé dans ce quartier exactement 3 mois après le sauvetage. « Pourquoi » murmura-t-il pour lui-même. « Pourquoi quelqu'un déménagerait-il près d'une usine industrielle alors qu'elle est enceinte ?» La réponse vint sous la forme d'un acte de propriété joint au rapport. La maison avait été achetée avec l'argent d'un règlement, le même règlement qu'Antoine avait insisté pour payer après avoir été sauvé. L'ironie le frappa comme un coup de poing. L'argent qu'il avait donné en gratitude avait par inadvertance placé sa sauveteuse sur le chemin du danger que sa propre entreprise créait. Dans son carnet, Philippe ajouta encore une autre pièce au puzzle. Ses sources à l'hôpital local confirmaient que les cas respiratoires dans le quartier avaient augmenté de 300% au cours des 2 dernières années. « Et il y a plus » ajouta Madame Colette en fouillant dans son sac à main. « J'ai gardé cette coupure quand je vous ai vu prendre des photos des filles l'autre jour. » Elle lui tendit un vieil extrait de journal, le même que les jumelles avaient trouvé dans le journal d'Isabelle. Philippe examina la photo du sauvetage, ses sourcils se haussant de reconnaissance. « Madame Colette, dit-il, son instinct de journaliste lui disant que cette histoire était plus grande qu'il ne l'avait imaginé. « Êtes-vous en train de dire que la même personne qui a sauvé Antoine Dubois il y a 6 ans est maintenant malade à cause de son usine ?» La vieille femme hocha solennellement la tête. « Ironique, n'est-ce pas ? Elle lui a sauvé la vie. Et maintenant ?» Philippe rangea soigneusement la coupure. Son histoire venait de prendre un nouvel angle puissant. Chez les Moreau, Isabelle remit le journal dans sa boîte. Les filles, épuisées mais satisfaites de l'histoire, l'aidèrent à rassembler les coupures et les photographies. « Maman » demanda Sophie de sa petite voix déterminée. « Pourquoi ne le lui as-tu jamais dit ?» Isabelle regarda par la fenêtre du grenier, d'où elle pouvait voir les cheminées de Dubois Industries au loin. « Parfois, répondit-elle après un moment, il vaut mieux laisser le passé dans le passé. » Mais le passé, comme Philippe était sur le point de le prouver, avait d'autres plans. L'enveloppe brune sur le bureau d'Antoine semblait plus lourde que son poids réel. Il la fixait depuis 10 minutes, sa main touchant de temps en temps la cicatrice sur son bras droit, qui picotait avec une intensité inhabituelle ce matin-là. « Monsieur !» La voix de sa secrétaire crépita à travers l'interphone. « L'enquêteur Benoît est là. » Antoine prit une profonde inspiration. « Faites-le entrer. » Claude Benoît entra dans le bureau avec la discrétion d'un homme habitué à travailler dans l'ombre. Grand, mince, les tempes grisonnantes, il ressemblait plus à un comptable qu'à un détective privé, une qualité qui contribuait probablement à son succès. « Je l'ai trouvé », déclara Benoît sans détour en s'asseyant dans le fauteuil en face du bureau d'Antoine. « Et monsieur, vous voudrez voir ça ?» Antoine ouvrit l'enveloppe avec des doigts tremblants. La première photographie lui coupa le souffle. C'était bien elle, Isabelle Moreau, dans son uniforme de sauveteuse, souriant à l'appareil photo en tenant une médaille d'honneur. La date en bas à droite indiquait « Il y a 6 ans ». « Continuez », ordonna Antoine, sa voix plus rauque que d'habitude. Isabelle Moreau, actuellement 34 ans, a travaillé comme sauveteuse pendant 5 ans à la plage centrale, spécialisée dans le sauvetage à haut risque, avec plus de 50 sauvetages documentés. Antoine parcourait les documents pendant que Benoît parlait. Certificats de formation, coupures de journaux sur des sauvetages passés, lettres de remerciement de personnes qu'elle avait sauvées. « Ce qui est le plus intéressant, continua Benoît.
C'est ce qui s'est passé après ce jour-là. Antoine arrêta de feuilleter les pages. Il savait exactement de quel jour Benoît parlait, le jour qui avait changé sa vie. En regardant les photos, ses souvenirs autrefois flous commencèrent à devenir plus clairs. C'était un matin d'orage, il y a 6 ans. La mer était furieuse ce matin-là. Des drapeaux rouges fouettaient violemment le long de la plage, avertissant les nageurs du danger. Isabelle Moreau scrutait les vagues depuis sa tour de sauveteur, ses yeux entraînés, repérant les courants dangereux qui se formaient. « Personne ne devrait être là-dehors aujourd'hui », marmonna-t-elle pour elle-même, ajustant le sifflet autour de son cou. C'est alors qu'elle vit l'homme. Il nageait avec des brasses puissantes et une bonne technique, clairement un nageur expérimenté. Mais il se dirigeait droit vers l'un des courants les plus dangereux. Isabelle leva ses jumelles. Il avait l'air contrarié, nageant comme pour exorciser quelque chose en lui. « Hé !» cria-t-elle, mais sa voix fut avalée par le vent. En quelques secondes, la situation se détériora. Le courant le saisit et malgré son habileté, il commença à être entraîné au loin. Isabelle n'hésita pas. Elle attrapa sa bouée de sauvetage et se précipita dans l'océan. L'eau était glaciale, bien plus froide que d'habitude pour cette période de l'année. Les vagues se brisaient violemment, essayant de la repousser vers le rivage. Mais Isabelle avait des années d'expérience dans la lutte contre la mer. Chaque brasse était précise, calculée, ses yeux fixés sur l'homme qui luttait maintenant clairement pour rester à flot. « Accrochez-vous !» cria-t-elle quand elle ne fut plus qu'à quelques mètres. « J'arrive !» C'est alors qu'une vague particulièrement grosse le frappa, le projetant contre une formation rocheuse sous-marine. Isabelle vit le moment exact où sa tête heurta la pierre et où son corps commença à couler. Sans une seconde de réflexion, elle plongea. La visibilité sous l'eau était terrible. Isabelle nagea, guidée plus par l'instinct et l'entraînement que par la vue. Ses poumons brûlaient, mais elle refusait de remonter à la surface. Chaque seconde comptait. Finalement, ses mains trouvèrent du tissu. Elle tira de toutes ses forces, hissant le corps inconscient vers le haut. Lorsqu'ils firent surface, elle vérifia rapidement. Il ne respirait pas. Le chemin du retour vers la plage fut une bataille contre le temps et les éléments. Isabelle nagea en utilisant un seul bras, gardant sa tête hors de l'eau avec l'autre. Les vagues semblaient déterminées à les emporter, mais sa détermination était plus forte. Une petite foule s'était rassemblée au moment où ils atteignirent le sable. Isabelle ne perdit pas de temps. Elle commença immédiatement la réanimation cardio-pulmonaire. « Allez !» murmura-t-elle entre les compressions. « Allez, battez-vous !» Pendant le bouche-à-bouche, ses yeux s'ouvrirent un instant. Des yeux bleus rencontrèrent des yeux bleus, et quelque chose passa entre eux, une connexion, une reconnaissance mutuelle d'âme qui avait affronté la mort et en était revenu. Il se mit à tousser violemment, crachant de l'eau salée. Isabelle le tourna sur le côté, soutenant sa tête alors qu'il haletait. « Vous êtes en sécurité, » répéta-t-elle doucement. « Vous êtes en sécurité maintenant. » L'ambulance arriva quelques minutes plus tard. Pendant que les ambulanciers le soignaient, Isabelle remarqua la profonde entaille sur son bras droit. Il avait dû heurter les rochers plus fort qu'elle ne le pensait. « Comment vous appelez-vous » demanda-t-il faiblement alors qu'on le chargeait sur le brancard. « Isabelle, » répondit-elle. « Maintenant, reposez-vous. » Des journalistes arrivèrent, attirés par l'agitation. Isabelle reconnut l'homme qu'elle avait sauvé. Antoine Dubois, le jeune homme d'affaires qui avait récemment perdu son père. Ce serait la une des journaux, l'héritier d'un empire industriel a failli se noyer. Mais Isabelle retournait déjà vers sa tour. Lorsque le chef des sauveteurs l'exhorta à donner des interviews, elle refusa poliment. « Je n'ai rien fait de spécial, » dit-elle simplement. « C'est mon travail. » De retour au présent, Antoine posa le dernier document sur le bureau, ses mains tremblant légèrement. Les souvenirs étaient maintenant d'une clarté cristalline. Le froid de l'eau, la panique de la noyade, et surtout ses yeux bleus qui l'avaient ramené à la vie. « Elle a refusé toute reconnaissance publique, » expliqua Benoît.
La médaille d'honneur n'a été décernée que parce que le maire a insisté pour une cérémonie privée. 3 mois plus tard, elle a découvert qu'elle était enceinte de jumelles et a quitté son travail. Antoine reprit la photo d'Isabelle avec la médaille. Il comprenait enfin pourquoi ces 2 petites vendeuses de limonade l'affectaient si profondément. Elles étaient le portrait craché de leur mère. « Où habite-t-elle » demanda-t-il, même s'il le savait déjà. Benoît hésita un instant. « Monsieur, êtes-vous sûr de vouloir savoir ?»« Où, Benoît ?»« 237, rue des Lilas, à 2 pâtés de maison de votre usine. » compléta Antoine, sentant un serrement de poitrine qu'il ne pouvait toujours pas expliquer entièrement. « Je sais. » Une fois seul, Antoine ouvrit le tiroir du bas de son bureau. À l'intérieur se trouvait un vieux dossier contenant des coupures de presse de ce jour-là. Il n'avait jamais connu le nom complet de la sauveteuse qui l'avait sauvé. Les articles ne mentionnaient que la sauveteuse qui préfère rester anonyme. La cicatrice sur son bras picota plus que jamais. 6 ans avaient passé, et ce n'est que maintenant qu'il découvrait qu'il devait sa vie à Isabelle Moreau, la mère de ces 2 vendeuses de limonade déterminées, la femme qui avait refusé la gloire ou la reconnaissance, l'héroïne silencieuse qui était maintenant. Antoine prit le téléphone. « Jean-Pierre, annulez tous mes rendez-vous de demain matin. J'ai une visite importante à faire. » La rue des Lilas avait l'air différente ce matin-là. La Mercedes noire d'Antoine Dubois glissait lentement sur l'asphalte inégal, déplacée parmi les maisons modestes et les voitures plus anciennes. À travers les vitres teintées, il cherchait les numéros de maison, son cœur s'accélérant à l'approche du 237. Il se gara à une distance discrète, ne voulant pas attirer plus d'attention que sa voiture ne le faisait déjà. Sur le siège passager reposait un dossier contenant tous les documents que Benoît avait rassemblés sur Isabelle. Ses paumes étaient en homme moite, alors qu'il le prenait. La cicatrice sur son bras picotait comme une alarme silencieuse. La maison des Moreau était modeste, mais bien entretenue. Un petit jardin à l'avant montrait des signes d'un entretien régulier, avec des parterres de fleurs qui parvenaient à s'épanouir, malgré le climat local. La même vieille table en plastique que les jumelles utilisaient pour la limonade était pliée près du mur, prête pour les ventes du lendemain. Antoine hésita avant d'ouvrir le portail. Derrière les rideaux de dentelle de la fenêtre avant, un mouvement subtil indiqua que quelqu'un l'avait repéré. Il inspira profondément, ajusta sa cravate par habitude et se dirigea vers la porte. Avant qu'il ne puisse sonner, un cri strident déchira l'air. C'est le monsieur riche. Élodie arriva en courant de quelque part dans la cour, ses cheveux en couette désordonnée et un sourire dévoilant sa dent manquante. Sans hésitation, elle jeta ses bras autour des jambes d'Antoine dans une étreinte spontanée. « Élodie !» La voix de Sophie semblait alarmée, alors qu'elle apparaissait avec un petit arrosoir encore à la main. Ses yeux scrutèrent Antoine avec un mélange de curiosité et de méfiance. Antoine resta là, momentanément figé, le dossier glissant dans ses mains moites. Il y avait quelque chose de désarmant dans cette simple démonstration d'affection enfantine qui faisait paraître ses soucis d'entreprise lointains et triviaux. « Vous êtes venu acheter plus de limonade ?» demanda Élodie, le lâchant enfin. « On n'en fait pas aujourd'hui parce que maman... » « Élodie !» La voix qui interrompit la fillette fit se figer Antoine. Isabelle Moreau se tenait à l'embrasure de la porte, une main discrètement appuyée sur le cadre pour se soutenir. Encore plus pâle et plus mince que sur la photo d'il y a 6 ans, ses yeux avaient toujours cette même intensité dont Antoine se souvenait dans un bref flash sur la plage. « Monsieur Dubois, dit-elle, sa voix rauque mais ferme. Quelle surprise !» La reconnaissance fut instantanée, mutuelle et chargée d'une électricité qui fit échanger des regards curieux aux jumelles. Sophie se rapprocha instinctivement de sa mère, tandis qu'Élodie restait aux côtés d'Antoine, regardant de l'un à l'autre comme si elle assistait à un match de tennis. « Isabelle » parvint à dire Antoine, sa voix plus basse que d'habitude. « J'ai attendu bien trop longtemps pour vous remercier correctement. » Une quinte de toux empêcha Isabelle de répondre tout de suite.
Sophie se précipita à l'intérieur et revint avec un verre d'eau, le serrant trop fort dans ses petites mains. De l'autre côté de la rue, partiellement caché derrière un arbre, Philippe Dubois focalisait son appareil photo professionnel, capturant chaque moment de la rencontre. Son instinct de journaliste lui disait qu'il était témoin de quelque chose d'important. « Entrez !» dit finalement Isabelle, après avoir repris son souffle. Il n'est pas poli de laisser un invité sur le pas de la porte. Le salon des Moreau était petit, mais accueillant. Des photos des jumelles à différents âges tapissaient tous les murs, ainsi que des paysages marins qu'Isabelle avait pris pendant ses années de sauveteuse. Sur une modeste étagère, sa médaille d'honneur trônait à côté d'une photo encadrée d'une plage au coucher du soleil. « Maman ?» Élodie ne put contenir son excitation. « Raconte-lui pour la limonade magique. » « Élodie !» Sophie tenta de la faire taire d'un regard significatif. « C'est bon !» sourit faiblement Isabelle en s'installant dans son fauteuil préféré. « Monsieur Dubois a probablement déjà compris que mes filles sont de très persévérantes vendeuses. » Antoine resta debout, le dossier serré dans ses mains, comme une encre à la réalité. « S'il vous plaît, appelez-moi Antoine. Et oui, elles sont tout à fait extraordinaires. »« Comme toi !» déclara fièrement Élodie. « On a trouvé les photos dans le grenier hier, celles du jour où tu as sauvé monsieur Antoine. » Isabelle pâlit légèrement, mais garda son calme. « Élodie, pourquoi n'irais-tu pas avec ta sœur faire un peu de limonade pour notre invité ?»« Mais, » commença à protester Élodie, avant que Sophie ne lui tire la main avec insistance. « Viens !» insista la jumelle la plus prudente. « On doit encore arroser les fleurs dans le jardin. » Quand ils furent seuls, le silence entre les adultes était presque palpable. Antoine s'assit enfin, posant soigneusement le dossier sur la petite table basse. « Vous avez disparu de l'hôpital, » commença-t-il. « Quand je me suis réveillé, personne ne pouvait me donner votre nom complet. »« Je n'aime pas l'attention, » répondit simplement Isabelle. Une autre quinte de toux la secoua, plus forte cette fois. Antoine se déplaça instinctivement pour l'aider, mais elle leva une main pour l'arrêter, la fierté et la gratitude vacillant dans ses yeux comme des vagues contraires. « Pourquoi maintenant ?» demanda-t-elle une fois qu'elle eut repris son calme. « Pourquoi après 6 ans ?» Antoine ouvrit le dossier, révélant les photographies et les documents. « Parce que je viens de découvrir que la femme qui m'a sauvé la vie est la mère de 2 petites vendeuses de limonade qui essaient de vous acheter des médicaments. » Isabelle étudia les documents sans changer d'expression. « Vous avez engagé un détective privé. »« Oui. »« Pourquoi ?» La question flotta dans l'air comme de la fumée. Dehors, on pouvait entendre les jumelles discuter de la quantité parfaite de sucre pour la limonade. « Parce que j'avais besoin de comprendre, » dit Antoine après une pause. « J'avais besoin de comprendre pourquoi 2 fillettes de 5 ans vendent de la limonade pour acheter des médicaments, alors que leur mère est la même personne qui n'a pas hésité à plonger dans une mer déchaînée pour sauver un étranger. » Les yeux d'Isabelle s'emplirent de larmes qu'elle refusa de laisser couler. « Beaucoup de choses peuvent changer en 6 ans, monsieur Dubois. »« Antoine, » la corrigea-t-il doucement. « Antoine, » concéda-t-elle. « Que voulez-vous exactement ?» Avant qu'il ne puisse répondre, les jumelles revinrent, portant un plateau avec des verres de limonade. Élodie, bien sûr, faillit tout laisser tomber dans sa précipitation, mais Sophie réussit à stabiliser le plateau à la dernière seconde. « On a fait celle-ci spéciale, » annonça fièrement Élodie, « avec des citrons de l'arbre que grand-mère a planté. » Antoine accepta le verre, remarquant comment les mains de Sophie tremblaient légèrement alors qu'elle servait sa mère. La jumelle la plus observatrice sentait clairement la tension dans l'air. « Maman !» Élodie s'installa sur l'accoudoir du fauteuil d'Isabelle. « Raconte-lui comment s'est passé le sauvetage. On a adoré entendre l'histoire quand on a vu ces photos. » Isabelle et Antoine échangèrent un regard. Il fit un petit signe de tête. « Eh bien, » commença doucement Isabelle, « c'était un matin d'orage. » Tandis qu'Isabelle racontait les événements de cette journée,
Antoine observait les réactions des jumelles. Élodie buvait chaque parole avec une admiration absolue, ses yeux brillants pour sa mère. Sophie, quant à elle, alternait son regard entre sa mère et Antoine, comme si elle essayait de reconstituer un puzzle complexe. De l'autre côté de la rue, Philippe continuait de prendre des photos. À travers son objectif, il capta Isabelle faisant une pause dans son récit pour tousser, le mouvement instinctif d'Antoine pour l'aider et l'inquiétude dans les yeux des jumelles. L'histoire fut interrompue par une agitation à l'extérieur. Madame Colette, la voisine âgée, avait l'une de ses pires quintes de tout. Son fils la soutenait alors qu'elle luttait pour respirer. Sophie se précipita à la fenêtre, son petit visage empreint d'inquiétude. « C'est comme toi, maman, » murmura-t-elle, plus pour elle-même que pour quiconque. Antoine entendit ces mots, ses sourcils se fronçant de réflexion. Son téléphone vibra dans sa poche, probablement Jean-Pierre avec une autre mise à jour urgente de l'usine. « Isabelle, » commença-t-il, mais Élodie l'interrompit. « Vous pouvez aider, n'est-ce pas ?» demanda la fillette avec l'innocence non filtrée d'un enfant. « Vous êtes riche, et les gens riches aident les autres, non ?»« Élodie !» dirent Sophie et Isabelle en même temps. « Mais c'est vrai ?» insista Élodie. « J'ai rêvé la nuit dernière que l'homme riche, pardon, monsieur Antoine, aidait tout le monde. Il était comme un super-héros, mais en costume. » Isabelle se couvrit le visage de ses mains, clairement embarrassées. « Je suis désolée, » marmonna-t-elle. « Les enfants ?»« Non, » l'interrompit doucement Antoine. « Elle a raison, je peux aider, je veux aider. »« Je n'ai pas besoin de charité, » répondit automatiquement Isabelle, ses années de fierté et d'indépendance façonnant sa réplique. « Ce n'est pas de la charité, » insista Antoine. « C'est rendre la pareille pour quelque chose pour laquelle je ne vous ai jamais remercié correctement. » Une autre quinte de toux secoua Isabelle, plus forte que la dernière. Sophie se précipitait déjà à nouveau pour chercher de l'eau, ses petites jambes se déplaçant avec l'urgence de quelqu'un de trop familier avec cette routine. Dehors, l'activité s'intensifiait. Les voisins sortirent de chez eux, attirés par la vue de la voiture de luxe et les rumeurs tourbillonnantes de l'homme riche visitant la maison des Moreau. Philippe saisit l'occasion pour interviewer quelques résidents. Les opinions étaient partagées. Certains voyaient la présence d'Antoine comme une lueur d'espoir, d'autres le regardaient avec méfiance. « N'est-ce pas le type qui possède cette usine ?» demanda une femme avec suspicion. « Mais s'il est ici, c'est peut-être parce qu'il veut aider, » rétorqua un autre résident. À l'intérieur de la maison, la tension était palpable. Isabelle sirotait l'eau que Sophie avait apportée par petites gorgées, ses mains tremblantes. Antoine attendit respectueusement, son regard dérivant sur les photos de famille au mur, des instantanés d'une vie qu'il commençait à voir comme bien plus compliquée qu'il ne l'avait imaginée. « Pourquoi n'avez-vous jamais cherché de l'aide ?» demanda-t-il finalement. Isabelle s'assit, la tasse vide. « Certaines personnes, répondit-elle après un moment, préfèrent être celles qui aident, plutôt que celles qui ont besoin d'aide. » Élodie, qui avait été inhabituellement silencieuse, attrapa soudain la main d'Antoine. « Mais maman dit toujours qu'être fort, c'est savoir quand demander de l'aide. C'est ce qu'elle a dit quand je n'arrivais pas à faire mes lacets. » De l'autre côté de la pièce, Sophie roula des yeux à la simplicité de la comparaison de sa sœur. Pourtant, il y avait une vérité profonde dans la logique enfantine d'Élodie. Antoine sentit son téléphone vibrer une fois de plus. Cette fois, c'était un SMS de Benoît concernant l'histoire en cours du journaliste Philippe. Le temps pressait. « Isabelle, » tenta-t-il à nouveau, « s'il vous plaît, laissez-moi aider. Pas par pitié, pas par culpabilité, mais parce que c'est la bonne chose à faire. » Les mots résonnèrent dans le petit salon. « La bonne chose à faire », répéta doucement Isabelle, ses yeux se posant sur la médaille sur l'étagère. Avant qu'elle ne puisse répondre, le hurlement d'une sirène déchira l'air. Une ambulance s'arrêta devant la maison de Madame Colette. Son fils fit des signes frénétiques aux ambulanciers. Sophie serra la main de sa sœur. Même Élodie,
normalement si bavardes, se tut alors qu'elles regardèrent par la fenêtre. Isabelle se leva avec difficulté, se dirigeant pour voir son amie et voisine être chargée dans l'ambulance. Son visage était encore plus pâle qu'auparavant, et Antoine remarqua comment elle s'appuyait discrètement sur les meubles pour se soutenir. « Maman, » dit doucement Sophie, « tu dois aussi aller chez le médecin. »« Oui, » acquiesça Élodie, des larmes brillant dans ses yeux. « S'il te plaît. » Antoine resta silencieux, reconnaissant que c'était un moment charnière entre la mère et ses filles. Son téléphone vibra encore une fois, probablement Jean-Pierre avec d'autres nouvelles de l'usine. Isabelle regarda ses filles, la médaille sur l'étagère, puis Antoine, et enfin l'ambulance qui s'éloignait, sa sirène hurlant dans le matin. « Je... » commença-t-elle, seulement pour être interrompue par une autre quinte de toux. Cette fois, quand Antoine se déplaça pour l'aider, elle ne l'arrêta pas. Le couloir de l'hôpital était silencieux ce lundi matin, à l'exception du bourdonnement constant des moniteurs médicaux et des pas pressés occasionnels du personnel. Isabelle Moreau se tenait à la fenêtre de la chambre 304, regardant Madame Colette, qui luttait contre une grave pneumonie. « Ils ont dit qu'elle ira bien », murmura Élodie en tenant la main de sa mère. « N'est-ce pas, maman ?» Isabelle ne répondit pas immédiatement. Son propre reflet dans la vitre la surprit. De profonds cernes sous les yeux, une pâleur prononcée et la façon dont ses épaules s'affaissaient légèrement à chaque respiration laborieuse. Sophie était assise sur une chaise dans un coin de la pièce, silencieusement observatrice. Son petit carnet reposait ouvert sur ses genoux, mais pour la première fois depuis qu'elles avaient commencé à vendre de la limonade, elle ne griffonnait pas de chiffres. Le son de pas assurés annonça l'arrivée d'Antoine avant même qu'il n'apparaisse à la porte. Il venait tous les jours depuis que Madame Colette avait été admise, toujours à la même heure, toujours avec son portefeuille en cuir. « Comment va-t-elle » demanda-t-il doucement, s'arrêtant à côté d'Isabelle. « Stable » répondit Isabelle, la voix rauque. Le médecin a dit que si elle avait attendu plus longtemps. Il n'était pas nécessaire de terminer la phrase. Ils savaient tous que retarder un traitement approprié avait failli coûter la vie à Madame Colette. « Isabelle » commença Antoine, mais il fut coupé par une autre quinte de toux. Sophie se leva d'un bond pour stabiliser sa mère, tandis qu'Élodie lui offrait un verre d'eau avec une expression inquiète. « Ça suffit » dit Antoine fermement mais doucement. « Vous aussi, vous avez besoin de traitement. » Isabelle redressa les épaules, prête à protester comme elle le faisait depuis des jours. Mais son regard tomba sur Madame Colette, inconsciente dans son lit d'hôpital, les tubes et les moniteurs témoignant d'une obstination qui avait failli se terminer tragiquement. « Les filles » commença-t-elle. « Elles peuvent rester avec moi » s'exclama Élodie. « On peut vendre de la limonade chez vous. Vous avez une immense cuisine, je l'ai vue à la télé. » « Élodie » la gronda Sophie, bien que ses yeux trahissent une curiosité similaire. Antoine esquissa un petit sourire. « En fait, je m'en suis déjà occupé. J'ai engagé Madame Martinez pour rester avec elle pendant que vous êtes à l'hôpital. Elle habite à 2 portes de chez vous et les filles la connaissent. » Isabelle regarda ses filles. Élodie rebondissait presque d'excitation, tandis que Sophie, toujours sur ses gardes, révélait une petite étincelle d'espoir dans ses yeux. « Et le stand de limonade » demanda Isabelle, consciente que c'était une faible dernière résistance. « On peut continuer » déclara Élodie. « Maintenant, on récoltera de l'argent pour Madame Colette aussi. » Sophie hocha solennellement la tête. « Et on peut utiliser l'argent qu'on a déjà économisé pour acheter des fleurs pour ta chambre d'hôpital, maman. » Isabelle sentit les larmes qu'elle avait retenues pendant des jours finalement couler. Avec précaution, elle s'agenouilla pour serrer ses filles dans ses bras, les rassemblant avec toute la force qu'elle pouvait trouver. « D'accord, » murmura-t-elle. « J'accepte. » Les réactions des jumelles n'auraient pas pu être plus différentes. Élodie sauta et applaudit, bavardant déjà sur la façon de décorer la chambre d'hôpital de sa mère, tandis que Sophie serra silencieusement Isabelle plus fort, des larmes trempant la chemise de sa mère. Antoine les regarda avec une boule dans la gorge, sa main touchant inconsciemment la cicatrice sur son bras.
C'est alors qu'il remarqua un mouvement dans le couloir. Un homme avec un appareil photo professionnel essayant de prendre des photos à travers la porte légèrement ouverte. « Excusez-moi » dit Antoine en sortant dans le couloir pour suivre le photographe jusqu'à l'ascenseur. « Monsieur Dubois ?» Philippe Dubois se retourna, son ton professionnel mais stimulant. « Pouvons-nous parler ?» Antoine jeta un coup d'œil en arrière vers la chambre où il pouvait encore voir Isabelle et les jumelles s'étreindre. « Mon bureau, dans 1 heure. » Dans le luxueux bureau du dernier étage de la tour Montparnasse, Jean-Pierre Moreau faisait les 100 pas nerveusement pendant qu'Antoine regardait la ville par la baie vitrée. « Il a des preuves, Antoine, » l'avertit Jean-Pierre. « Des photos, des déclarations, des analyses de sol. Si cette histoire éclate. »« Que suggères-tu » demanda Antoine, bien qu'il connaisse déjà la réponse. « Laissez-moi faire !» Jean-Pierre redressa sa cravate, un geste habituel chaque fois qu'il s'apprêtait à proposer quelque chose de moralement douteux. « Je peux faire disparaître cette histoire. Ce ne serait pas la première fois. »« Non !» coupa fermement Antoine. « Plus de faire disparaître les choses, Jean-Pierre. » L'ascenseur sonna, annonçant l'arrivée de Philippe. Le journaliste entra dans le bureau, portant un dossier bien plus épais que le portefeuille habituel d'Antoine. « Monsieur Dubois, » commença Philippe sans préambule. « Saviez-vous que les niveaux de contamination dans le sol autour de votre usine sont 3 fois supérieurs à la limite légale ?» Antoine sentit sa cicatrice picoter. « Montrez-moi !» Philippe étala des documents, des photos et des graphiques sur la table de réunion. Jean-Pierre tenta d'intervenir, mais Antoine le retint d'un geste. « Ici », dit Philippe en pointant un graphique. Les cas de maladies respiratoires dans le quartier ont explosé il y a exactement 2 ans, au moment même où votre usine a augmenté sa production. Antoine examina les preuves en silence. Son esprit ne cessait de dériver vers Isabelle, les jumelles, Madame Colette, vers tous les habitants de ce quartier qui, il commençait à le soupçonner, payaient le prix du succès de son entreprise. « Et ceci, » continua Philippe en posant une photo sur la table, « est particulièrement intéressant. C'était une photo du jour du sauvetage, une Isabelle plus jeune et en meilleure santé pratiquant le bouche-à-bouche sur Antoine, à côté d'une photo récente d'elle à l'hôpital, rendant visite à Madame Colette. « La femme qui vous a sauvé la vie, » dit doucement Philippe, « est maintenant en train de mourir à cause de votre usine. » La déclaration frappa Antoine comme un coup de poing à l'estomac. Jean-Pierre se lança immédiatement dans un discours juridique sur la diffamation et les poursuites, mais sa voix semblait lointaine. Antoine se retourna vers la fenêtre, regardant les cheminées de son usine au loin. La fumée qui symbolisait autrefois le progrès lui paraissait maintenant bien plus sinistre. « Quand prévoyez-vous de publier » demanda-t-il sans se retourner. « Demain » répondit Philippe. « À moins que je ne ferme l'usine ? Que je ne licencie des centaines d'employés ? À moins que vous ne fassiez ce qui est juste, corrigea Philippe. Vous savez ce qu'il faut faire. Antoine fit enfin face au journaliste. Oui, je le sais. De retour à l'hôpital, Antoine trouva Élodie et Sophie dans le couloir, partageant un paquet de biscuits. Elle dort, lui dit Sophie avant qu'il ne puisse demander. L'infirmière a dit que c'est le nouveau médicament. Vous avez l'air triste, observa Élodie avec la franchise des enfants. Vous voulez un biscuit ? Ça me remonte toujours le moral. Antoine accepta le biscuit offert, s'asseyant entre les jumelles sur le banc du couloir. Un instant, ils ne dirent de rien, observant simplement les allées et venues de l'hôpital. Vous savez, dit-il enfin, parfois on fait de mauvaises choses sans s'en rendre compte. Et quand on s'en rend compte, il faut avoir le courage de les réparer. Élodie mâcha son biscuit, pensive. Comme quand j'ai cassé le vase de maman et que j'ai accusé Sophie. Élodie, se plaignit Sophie, mais un soupçon de sourire toucha ses lèvres. Oui, gloussa doucement Antoine. Quelque chose comme ça. À travers la porte légèrement ouverte, il pouvait voir Isabelle dormir. La lumière de fin d'après-midi éclairait son visage,
lui donnant une lueur presque éthérée. La même femme qui n'avait pas hésité à plonger dans une mer déchaînée pour le sauver, luttait maintenant pour respirer, en partie à cause de quelque chose qu'il avait, même indirectement, causé. Son téléphone vibra. Un autre rapport urgent de l'usine. Mais pour la première fois depuis longtemps, Antoine savait exactement ce qu'il devait faire. La décision, réalisa-t-il, ne consistait pas vraiment à aider Isabelle. Il s'agissait de faire ce qui était juste, même si c'était difficile, même si cela coûtait cher, même si cela signifiait affronter des vérités douloureuses sur lui-même et sur l'empire qu'il avait bâti. Après tout, comme Élodie le lui avait dit quelques jours plus tôt, les super-héros font toujours ce qui est juste, même quand c'est difficile. Le jeudi matin commença comme n'importe quel autre dans la chambre 304 de l'hôpital Pitié-Salpêtrière. Isabelle Moreau terminait son petit déjeuner, tandis qu'Élodie dessinait des fleurs aux couleurs vives sur des affiches pour égayer les murs blancs. Sophie, comme toujours, était concentrée sur son carnet, notant cette fois le programme de médicaments de sa mère aussi méticuleusement qu'elle suivait autrefois les ventes de limonade. Le bruit de pas pressés dans le couloir fut le premier signe que quelque chose était différent. Une infirmière passa en courant devant la porte, un journal sous le bras. Puis une autre, et une autre. « C'est étrange », dit Isabelle, remarquant l'activité inhabituelle. Sophie leva les yeux de ses notes, son propre détecteur de problèmes s'activant. C'est alors que Philippe Dubois apparut à l'embrasure de la porte, son expression un mélange de détermination et d'inquiétude. « Isabelle, dit-il tranquillement, vous devez voir ça. » Il lui tendit un journal dont le titre occupait la moitié de la première page. « Un empire industriel empoisonne sa communauté. La sauveteuse qui a sauvé un milliardaire meurt maintenant à cause de son usine. » Le bruit du papier glissant des mains tremblantes d'Isabelle sembla résonner dans la pièce, maintenant silencieuse. « Non !» Élodie fut la première à réagir, se précipitant pour ramasser le journal. « Ce n'est pas possible. Monsieur Antoine est notre ami. » Sophie était déjà aux côtés de sa sœur, ses yeux parcourant les gros titres. Son expression passa du choc à une compréhension silencieuse, comme des pièces de puzzle s'emboîtant enfin. « Les graphiques » murmura-t-elle. « Les dates. L'usine a augmenté sa production il y a 2 ans, et c'est là que maman a commencé à tousser, termina Élodie, sa voix petite et blessée. À la tour Montparnasse, Antoine Dubois se tenait devant la fenêtre de son bureau, observant une foule croissante de manifestants se rassembler en bas. Leurs pancartes artisanales exigeaient des explications, la justice, une compensation. Jean-Pierre fit irruption sans frapper, son visage normalement composé maintenant marqué par une panique à peine contenue. « Antoine, nous devons faire quelque chose. Les actions ont chuté de 15% depuis l'ouverture du marché. » « Combien, Antoine ?» l'interrompit calmement Antoine. « Quoi ?»« Combien as-tu offert à Philippe pour enterrer son histoire ?» Jean-Pierre blêmit. « C'était pour le bien de l'entreprise. J'ai offert un demi-million, mais cet idiot d'idéaliste... » « Sors. »« Excusez-moi ?» Antoine se retourna enfin, faisant face à l'homme qui avait été son bras droit pendant 2 décennies. « Tu es viré, Jean-Pierre ? Et quand le conseil d'administration se réunira dans 1 heure, je recommanderai une enquête complète sur toutes les autres situations discrètes que tu as gérées. »« Tu ne peux pas faire ça. J'ai bâti cette entreprise avec toi. Tout ce que j'ai fait, c'était pour protéger... »« Sors !» Le rugissement d'Antoine résonna contre les murs du bureau. « Avant que j'appelle la sécurité. » Pendant ce temps, à l'hôpital, la chambre 304 était devenue un centre de commandement improvisé. Les habitants du quartier allaient et venaient, partageant des histoires, comparant leurs symptômes, organisant des documents. Philippe coordonnait tout, notant les noms, les dates et les détails. Isabelle observait depuis son lit, encore sous le choc de l'énormité de la situation. Les jumelles se tenaient de chaque côté d'elle, comme de minuscules gardes. « J'aurais dû le voir », dit doucement Sophie, presque comme si elle se parlait à elle-même. Tous les indices étaient là. « Ce n'est pas ta faute, ma chérie »,
l'enlaça Isabelle. Personne n'a remarqué. Mais est-ce qu'il savait? Demanda Élodie, la voix tremblante. Est-ce que M. Antoine savait qu'il faisait du mal à tout le monde? Avant que quiconque puisse répondre, une agitation dans le couloir annonça l'arrivée d'Antoine. Il s'arrêta à la porte, son costume impeccable contrastant avec la dévastation sur son visage. « Tout le monde dehors !» ordonna Isabelle, sa voix plus ferme qu'elle ne l'avait été depuis des jours. « Sauf les filles. » Philippe sembla prêt à protester, mais quelque chose dans l'expression d'Isabelle le fit changer d'avis. En quelques minutes, la pièce fut vide, à l'exception d'Isabelle, des jumelles et d'Antoine. « Pourquoi ?» parvint à demander Isabelle, sa voix tendue par l'émotion. Antoine se dirigea lentement vers la fenêtre, contemplant la ville qu'il avait aidé à construire. La même ville dont il réalisait maintenant qu'il l'avait aussi blessé. « Je ne savais pas, commença-t-il, pas au début. Quand nous avons augmenté la production, tous les rapports disaient que nous étions dans les limites légales. C'était techniquement vrai, mais... » « Techniquement ?» l'interrompit Sophie, sa petite voix débordant d'une colère inattendue. « Maman est malade pour de vrai, pas techniquement. »« Sophie !» Isabelle tenta de la calmer, mais la petite fille insista. « Regarde mon carnet !» Elle se précipita pour prendre ses notes. Maman a commencé à tousser 2 semaines après que la fumée de l'usine soit devenue plus sombre. Les fleurs de Madame Colette sont mortes le même mois. Le chat de Monsieur Jean. « Arrête !» supplia Élodie, des larmes coulant sur ses joues. « Je ne veux plus en entendre parler. »« Mais c'est vrai !» insista Sophie. « Tu l'as vu aussi. Tu ne voulais juste pas y croire. Parce qu'il achetait notre limonade. Parce qu'il aidait maman. Parce que tu voulais croire aux super-héros, termina Sophie, sa voix s'adoucissant. Un lourd silence s'ensuivit. Antoine sentit le poids de chaque mot, de chaque regard d'accusation des enfants. La cicatrice sur son bras picotait comme si elle était en feu. « Vous avez toutes les deux raison, » dit-il finalement. « Au début, je ne savais pas. Mais quand j'ai commencé à soupçonner, j'aurais dû creuser plus profondément. J'aurais dû poser plus de questions. « J'aurais dû faire ce qui est juste, » dit Isabelle, citant la phrase préférée d'Élodie. Dehors, la manifestation à l'hôpital devenait plus bruyante. Les habitants se tenaient avec des pancartes, scandant des slogans. Des camionnettes de chaînes d'information arrivèrent les unes après les autres. « Qu'allez-vous faire maintenant ?» demanda Isabelle. Antoine sortit une enveloppe de la poche de son costume. « Ceci est ma confession complète. J'ai déjà envoyé des copies à la police, à l'agence de l'environnement et à mon conseil d'administration. Dans 1 heure, j'annoncerai la fermeture temporaire de l'usine pour une refonte complète. »« Mais qu'en est-il des emplois ?» demanda Élodie, toujours soucieuse des autres. « Tous les employés conserveront leur salaire pendant la fermeture. Et... » Il hésita, jetant un coup d'œil à Isabelle. « Je crée également un fonds d'indemnisation pour toutes les personnes touchées, pour couvrir les traitements médicaux, le nettoyage de l'environnement, tout ce qui est nécessaire. » « Pourquoi ?» demanda Sophie. « Pourquoi maintenant ?» Antoine s'approcha du lit d'Isabelle, gardant une distance respectueuse. « Parce que votre mère m'a appris quelque chose il y a 6 ans, quand elle a plongé dans cette mer déchaînée pour me sauver. Le courage n'est pas l'absence de peur, c'est faire ce qui est juste malgré elle. » Isabelle ramassa le journal tombé, qui montrait une photo d'elle et d'Antoine le jour du sauvetage, à côté d'une photo récente du quartier, avec l'usine en arrière-plan. « Vous savez ce qui est ironique ?» dit-elle doucement. « Ce jour-là, je n'ai pas hésité avant de plonger. Peu importait le danger, car c'était la bonne chose à faire. »« Et maintenant ?» demanda Élodie, sa voix petite. « Maintenant, » répondit Antoine, « c'est à mon tour de plonger. Pas dans des mers déchaînées, mais dans quelque chose de peut-être encore plus effrayant. La vérité. » Dehors, les hélicoptères des chaînes d'information vrombissaient au-dessus, et les manifestants se faisaient plus nombreux. Philippe coordonnait un groupe de résidents, mettant en place une action collective en justice. Jean-Pierre quittait la tour Montparnasse, portant une boîte d'effets personnelle,
ignorant les journalistes qui réclamaient une déclaration. « Est-ce qu'on va encore vendre de la limonade ?» demanda soudain Élodie. Sophie regarda sa sœur comme si elle avait perdu la tête. « Élodie, non !»« Je suis sérieuse » insista Élodie. « Maintenant, plus que jamais, les gens ont besoin d'aide. On peut utiliser l'argent pour aider tous ceux qui sont malades, pas seulement maman. » Isabelle sentit des larmes monter à ses yeux, non pas de tristesse ou de colère, mais de fierté. Ses filles, chacune à sa manière, faisaient preuve d'une sagesse au-delà de leur âge. « Élodie a raison », acquiesça Sophie après un moment de réflexion. « Mais il nous faudra une plus grande table et plus de citrons. »« Et un nouveau panneau », ajouta Élodie, de nouveau excitée. « Peut-être limonade de l'espoir, cette fois. » Antoine observait les jumelles, stupéfait par leur capacité à trouver de la lumière dans les moments les plus sombres. Son téléphone vibrait constamment, sans doute des membres du conseil d'administration paniqués, des actionnaires en colère, des équipes de relations publiques désespérées. Mais à ce moment-là, quelque chose de bien plus important se passait dans cette chambre d'hôpital. Une leçon de pardon, de responsabilité et de nouveau départ, enseignée par deux fillettes de 5 ans qui croyaient encore au pouvoir d'un verre de limonade pour changer le monde. « Isabelle, » dit doucement Antoine, « je sais que je ne mérite pas votre pardon, mais je vous promets que je vais arranger les choses. Pas par obligation, pas par culpabilité, mais... » « Parce que c'est la bonne chose à faire, » dirent Sophie et Élodie à l'unisson. Isabelle regarda par la fenêtre, où elle pouvait voir les cheminées de l'usine au loin. Les mêmes cheminées qui avaient lentement empoisonné sa communauté. Mais elle pouvait aussi voir des gens se rassembler en bas, unis par un but commun. Des voisins aidant des voisins, des étrangers offrant leur soutien. Une communauté se renforçant à travers l'adversité. « Vous savez ce que j'ai appris en tant que sauveteuse ?» dit-elle doucement après une longue pause. « Parfois, quand quelqu'un se noie, son instinct est de se débattre contre celui qui essaie de l'aider. La peur fait ça. Mais si vous restez calme, si vous montrez que vous êtes vraiment là pour aider, ils arrêtent de se battre. Et c'est seulement à ce moment-là que le vrai sauvetage peut commencer, termina Antoine, se souvenant de ce moment fugace de connexion lors de son propre sauvetage. Oui, hocha Isabelle. Élodie tendit timidement la main vers celle d'Antoine. Vous pouvez toujours être un super-héros, dit-elle avec cette sincérité enfantine qui fait fondre les défenses de tout adulte. Mais vous devez le faire pour de vrai maintenant, pas seulement dans mes rêves. Sophie roula des yeux, mais un petit sourire se dessina sur ses lèvres. Les super-héros n'existent pas, Élodie. Si, ils existent, protesta Élodie. Maman en est une. Elle a sauvé Monsieur Antoine, tu te souviens? Sauver les gens, c'est plus compliqué que ça, intervint doucement Isabelle. Parfois, cela signifie plonger dans une mer déchaînée. Parfois, cela signifie admettre ses erreurs et les réparer. Et parfois, ça veut dire vendre de la limonade, déclara fièrement Élodie. Le rugissement d'un autre hélicoptère d'information remplit l'air. La foule à l'extérieur avait grossi. Il était temps. « Je dois y aller, » dit Antoine en redressant sa cravate. « Il y a une conférence de presse qui m'attend. »« Qu'allez-vous dire ?» demanda Sophie, son scepticisme persistant, tempéré par une lueur d'espoir. Antoine regarda chaque personne dans la pièce. Isabelle, qu'il avait sauvée 2 fois maintenant. Sophie, dont la sagesse démentait son âge. Élodie, dont la foi inébranlable en l'humanité ne vacillait jamais. « Je vais dire la vérité, » répondit-il simplement. « Toute la vérité. » Alors qu'Antoine partait, les jumelles coururent à la fenêtre pour le regarder affronter la foule de journalistes et de manifestants qui l'attendaient. Élodie serra la main de Sophie. « Il va faire ce qui est juste, » dit-elle avec conviction. Sophie serra la main en retour. « Cette fois, je pense qu'il le fera vraiment. » Isabelle observait ses filles, ressentant un tumulte d'émotions. La douleur pour tout ce que sa communauté avait subi, la colère face à la négligence qu'il avait causée, mais aussi un étrange sentiment d'espoir. Car parfois, comme le disait toujours Élodie,
le véritable héroïsme commence par quelque chose d'aussi simple qu'un verre de limonade. Et parfois, comme le comprenait sagement Sophie, les plus grands changements se produisent lorsque nous cessons de nous battre contre la vérité et commençons à l'affronter. Dehors, Antoine Dubois se dirigea vers les microphones, prêt pour sa propre sorte de plongeon dans des eaux turbulentes. La cicatrice sur son bras picotait, non plus seulement comme un rappel de culpabilité, mais comme un appel à l'action. Il était temps de faire ce qui était juste. La conférence de presse qui suivit entra dans l'histoire de la ville. Antoine Dubois, le puissant homme d'affaires, admit toutes les fautes de son entreprise, assuma la responsabilité personnelle et annonça un plan complet de réforme et de réparation. De retour dans la chambre d'hôpital, Isabelle et les jumelles regardaient tout à la télévision. À partir d'aujourd'hui, la voix d'Antoine résonnait clairement à travers les haut-parleurs. Dubois Industries entamera la plus grande restructuration environnementale que cette ville ait jamais vue. L'usine sera temporairement fermée pour une modernisation complète. Tous les employés conserveront leur emploi et leur salaire pendant cette période. Élodie serra la main de Sophie alors qu'elle regardait. Isabelle remarqua comment ses filles, si différentes à bien des égards, étaient absolument unies à ce moment-là. De plus, continua Antoine, nous établissons un fonds d'indemnisation pour toutes les personnes touchées. La couverture médicale complète, la restauration de l'environnement du quartier et le soutien aux familles seront nos principales priorités. « Il fait ce qu'on fait !» s'écria Élodie. « Il aide tout le monde, pas seulement une personne. » Sophie hocha la tête en silence, mais un léger sourire courba ses lèvres. « Enfin, conclut Antoine, regardant droit dans la caméra comme s'il pouvait voir directement dans la chambre 304, « je veux dire quelque chose à la femme qui m'a sauvé la vie il y a 6 ans. Parfois, nous devons nous noyer dans nos propres mensonges avant de pouvoir être vraiment sauvés. Merci de m'avoir appris cela 2 fois. » Quand l'émission se termina, la pièce tomba dans le silence un instant. Élodie parla la première, comme toujours. « Maman, demain, on peut refaire de la limonade ? Je pense que beaucoup de gens ont besoin d'un verre d'espoir en ce moment. » Isabelle serra ses filles dans ses bras, sentant pour la première fois depuis longtemps qu'elle pouvait respirer un peu plus facilement. « Oui, mon amour. Demain, nous ferons beaucoup de limonade. » Et cette fois, ajouta Sophie, sortant déjà son carnet pour les calculs, il nous faudra une table beaucoup plus grande. Dehors, la ville commençait à absorber les révélations de la journée. La fumée de l'usine Dubois était encore visible au loin, mais maintenant, elle semblait différente. Non plus seulement une menace, mais un rappel que les plus grandes transformations commencent souvent par les vérités les plus douloureuses. Et à une petite table en plastique devant une modeste maison de la rue des Lilas, 2 fillettes de 6 ans continueraient d'essayer de changer le monde, un verre de limonade à la fois. L'ancienne salle du conseil d'administration de Dubois Industries avait été réaménagée. Fini l'imposante table en acajou, remplacée par plusieurs tables plus petites, disposées en cercle. Là où les dirigeants discutaient autrefois de profits et d'objectifs, les habitants du quartier se réunissaient maintenant pour décider de leur propre avenir. Isabelle Moreau présidait le comité de santé communautaire nouvellement formé. Portant toujours un petit masque à oxygène portable, elle menait les discussions avec la même détermination qu'elle utilisait autrefois pour affronter les vagues de l'océan. « Les derniers résultats des tests sont prometteurs, » dit-elle en montrant des graphiques projetés sur le mur. La nouvelle technologie de filtration a réduit les émissions de 80% au cours des 2 premières semaines. Dans un coin de la pièce, Élodie et Sophie avaient installé leur désormais célèbre stand de limonade, décoré de photos de la communauté et d'affiches colorées, annonçant un grand événement caritatif qu'elles aidaient à organiser. « Il nous faut plus de gobelets », murmura Élodie à sa sœur, observant le nombre croissant de personnes entrant dans la pièce. Sophie vérifia son carnet de confiance, mis à niveau vers une tablette ces jours-ci. « J'en ai déjà commandé 1000 de plus, biodégradables, comme l'a suggéré M. Antoine. » Le changement chez Dubois Industries n'était pas seulement pour la forme. Antoine avait revu tous les aspects de l'entreprise, en commençant par sa structure de gouvernance.
Un conseil communautaire avait désormais un pouvoir de veto sur toute décision susceptible d'avoir un impact sur la santé publique ou l'environnement. La nouvelle aile de traitement respiratoire à l'hôpital est presque terminée, rapporta un membre du comité. Le fonds d'indemnisation a déjà couvert les traitements médicaux de 87% des résidents affectés. À l'extérieur du bâtiment, d'énormes machines travaillaient à nettoyer le sol contaminé. Ce serait un long processus, mais les premiers signes de rétablissement étaient visibles. De minuscules fleurs sauvages commençaient à pousser dans des zones qui semblaient mortes depuis des mois. « Regarde ça !» s'exclama Élodie en courant à la fenêtre. « Les fleurs reviennent ?» Sophie suivit plus prudemment, tablette à la main. « Juste là où nous avons commencé à traiter le sol il y a 3 semaines, nota-t-elle, toujours précise dans ses archives. La porte de la pièce s'ouvrit et une vague de joie se propagea parmi les participants. Madame Colette entra, s'appuyant sur une canne, mais souriant vivement. C'était sa première apparition publique depuis sa sortie de l'hôpital. « Madame Colette !» s'écrièrent tous les jumelles en se précipitant pour l'étreindre. « Mes petites entrepreneuses !» rit-elle en leur rendant leur étreinte affectueuse. « Je suis venue pour ma dose quotidienne de limonade magique. » Isabelle regarda, les larmes aux yeux. Voir Madame Colette rétablie, les fleurs refleurir, la communauté unie. C'étaient de petits miracles qui s'accumulaient, un jour à la fois. Antoine entra peu de temps après, portant un dossier des derniers rapports environnementaux. Contrairement à sa présence imposante d'autrefois, il s'habillait maintenant de manière plus décontractée et veillait à se joindre personnellement aux réunions de la communauté. « Madame Moreau !» salua-t-il Isabelle formellement, respectant la distance qu'elle maintenait. Les ingénieurs ont terminé les tests du nouveau système de filtration. Voulez-vous examiner les résultats? Bien sûr, hocha Isabelle. Élodie, Sophie, vous pouvez? On s'occupe de la réunion, intervint immédiatement Élodie. J'ai déjà organisé l'ordre du jour. Sophie leva sa tablette. La croissance des jumelles était aussi remarquable que celle de la communauté. Élodie était toujours la même explosion d'énergie, mais maintenant, elle la concentrait sur l'organisation d'activités communautaires. Sophie restait méticuleuse, utilisant sa nature méthodique pour s'assurer que chaque aspect de la reprise était documenté et suivi. Dans une pièce attenante, Isabelle et Antoine se penchèrent sur les rapports. L'air entre eux était toujours tendu, mais différemment. Non plus débordant de colère ou de culpabilité, mais de la tension de 2 personnes apprenant à travailler ensemble malgré une histoire compliquée. La contamination des eaux souterraines a chuté de 60%, souligna Antoine sur un graphique. Mais ce n'est toujours pas assez. Non, acquiesça Isabelle en ajustant son masque à oxygène. Mais c'est un début. De retour dans la salle principale, les jumelles préparaient les derniers détails de l'événement caritatif du week-end. Ce serait une grande célébration communautaire, avec de la musique, de la nourriture et bien sûr, beaucoup de limonade. On pourrait faire une limonade spéciale en l'honneur de Madame Colette, suggéra Élodie, les yeux brillants de créativité. Avec du miel et du gingembre, ajouta pragmatiquement Sophie. Bon pour la gorge. Madame Colette, maintenant à la tête du sous-comité de soutien aux aînés, rayonna à l'idée. « Vous deux, vous êtes des anges, » dit-elle, la voix tremblante d'émotion. « Vous savez, votre limonade m'a fait tenir à l'hôpital. Chaque fois que je me sentais découragé, je pensais « si ces petites n'abandonnent pas, moi non plus ». La réunion se poursuivit avec divers résidents partageant des histoires de rétablissement et d'espoir renouvelé. Un homme âgé montra des photos de son jardin où les plantes poussaient à nouveau. Une jeune mère rapporta que son fils n'avait plus besoin d'inhalateur pour la première fois depuis des mois. Isabelle accueillit tout cela avec fierté et gratitude. La communauté n'avait pas seulement survécu au choc des méfaits de l'usine, elle en était sortie plus forte. « Vous savez, » dit-elle tranquillement à Antoine, toujours en train d'examiner les rapports à ses côtés. « Parfois, je me demande si tout ne s'est pas passé exactement comme il le fallait. » Antoine leva les yeux, surpris. « Que voulez-vous dire »
Si la vérité avait éclaté d'une autre manière, à un autre moment, peut-être que nous ne nous serions pas rassemblés comme ça. Peut-être que nous n'aurions pas découvert notre propre force. » Un cri d'Élodie les interrompit. « Maman, viens voir l'affiche que Sophie a faite pour l'événement. » L'affiche était un chef-d'œuvre collaboratif. Sophie avait disposé les informations avec sa précision habituelle, tandis qu'Élodie avait ajouté des couleurs vives et des dessins fantaisistes. Au centre se trouvait une illustration de 2 jeunes filles servant de la limonade à une file de personnes souriantes. L'usine Dubois en arrière-plan, ne crachant plus de fumée noire, mais fleurissant. « Festival du renouveau », lut Isabelle le titre à voix haute, où les citrons amers deviennent de doux nouveaux départs. « C'est Élodie qui a trouvé cette phrase », expliqua Sophie, souriant fièrement à sa sœur. « Et Sophie a fait tous les plannings et les cartes », ajouta Élodie en étreignant sa jumelle. Antoine regarda la scène avec une boule dans la gorge. La cicatrice sur son bras, ce rappel autrefois torturant, ressemblait maintenant à un symbole de transformation. « Isabelle, » dit-il doucement, « il y a quelque chose que j'aimerais vous montrer, à vous et aux filles, si vous êtes d'accord pour venir avec moi. » Le petit groupe suivit Antoine sur le toit de l'immeuble. De là, il pouvait voir tout le quartier, l'usine et les sites de nettoyage en cours. « Là-bas, » dit-il en montrant un terrain près de l'usine, « c'est là que nous construirons le nouveau centre de santé communautaire. Et là, » fit-il un geste vers une autre zone, « nous aurons le parc écologique, avec des espèces indigènes et un laboratoire d'éducation environnementale. » Élodie sauta d'excitation. « On pourra installer notre stand de limonade dans le parc ?»« En fait, » sourit Antoine, « je pensais plus grand. Que diriez-vous d'un café communautaire géré par des résidents locaux, dont tous les bénéfices iraient à des projets sociaux ?» Sophie tapait déjà des idées sur sa tablette. « On peut servir différents types de limonade, utiliser des produits locaux. » Et Isabelle regardait ses filles planifier leur avenir, respirant l'air de l'après-midi, de plus en plus pur chaque jour. Le masque à oxygène sur son visage était un rappel du passé, mais plus une prison. Parfois, dit-elle à peine au-dessus d'un murmure, la rédemption commence par quelque chose d'aussi simple qu'un verre de limonade. De là-haut, surplombant la communauté renaissante, il était impossible de ne pas croire que parfois, les fins heureuses commencent exactement au moment où l'on pense que tout est perdu. « Maman !» appela soudain Élodie. « Regarde, un arc-en-ciel !» En effet, un arc-en-ciel s'étendait dans le ciel, ses couleurs s'étirant au-dessus de l'usine rénovée comme une promesse que les jours les plus sombres étaient vraiment passés. Quelque part au milieu de ces couleurs et des rires d'enfants, la rédemption trouva sa vraie signification, non pas dans de grands gestes, mais dans la sincérité d'un vrai changement. La rue des Lilas était en effervescence en ce dimanche spécial. Des banderoles colorées se croisaient au-dessus, des fleurs ornaient chaque coin, et l'air était rempli de l'odeur incomparable de citron frais. C'était le premier anniversaire du jour du renouveau, comme la communauté avait baptisé la date qui avait tout changé. « Sophie, il nous faut plus de glace !» cria Élodie, se faufilant entre les nombreux stands de limonade qui formaient maintenant un petit réseau caritatif. À 6 ans, elle était toujours un rayon de soleil en mouvement perpétuel. Sans quitter des yeux sa tablette, la version moderne de son fidèle vieux carnet, Sophie répondit « Déjà pris en charge, et utilise la radio, je suis juste là, pas besoin de crier. » Ce qui avait commencé comme un seul stand était devenu une entreprise sociale. 10 stands parsemèrent le quartier, chacun offrant une version unique de la boisson, toute basée sur la recette originale de grand-mère. De la terrasse de la nouvelle fondation pour la santé environnementale, Isabelle Moreau observait ses filles avec fierté. En tant que directrice exécutive, elle supervisait des projets allant de la surveillance de la qualité de l'air à des programmes éducatifs pour les jeunes locaux. « Elles ont tellement grandi », commenta doucement Antoine Dubois en s'approchant d'elle. Isabelle sourit, notant à quel point il avait changé lui aussi. Les costumes autrefois parfaits avaient disparu, remplacés par des vêtements décontractés,
et ses yeux avaient un calme qui n'était pas là auparavant. « À tout point de vue, dit-elle, touchant instinctivement son cou, où, jusqu'à récemment, elle avait toujours porté un masque à oxygène. Cela faisait 3 mois qu'elle n'en avait plus besoin. La célébration remplissait tout le quartier. Madame Colette, entièrement rétablie, menait une ronde avec un groupe d'enfants. L'ancien site de l'usine, transformé en parc écologique, accueillait des concerts. « C'est l'heure de la cérémonie spéciale !» La voix d'Élodie crépita à la radio. Une petite foule s'était rassemblée au moment où Isabelle et Antoine arrivèrent. Les jumelles étaient au premier plan, Élodie rebondissant d'excitation, tandis que Sophie vérifiait ses listes. « Attention tout le monde !» Élodie parla dans le micro. « Il y a 1 an, nous avons commencé à vendre de la limonade pour aider notre mère. Nous n'avions aucune idée que ce petit stand changerait plus que nos vies. » Sophie prit le micro. « Aujourd'hui, tout le monde reçoit un verre de notre limonade originale, la recette même que notre mère nous a enseignée. »« Mais ce n'est pas juste de la limonade, » intervint Élodie. « Chaque verre représente une leçon que nous avons apprise. » Elles commencèrent à distribuer des verres, expliquant leurs leçons. Élodie, « J'ai appris que parfois, les gens font de mauvaises choses, mais tout le monde mérite une seconde chance, s'ils sont vraiment désolés. » Sophie, « Et j'ai appris que la justice, ce n'est pas seulement punir quelqu'un qui a fait du mal, mais aider à réparer ce qui a été cassé. » Isabelle sentit les larmes lui monter aux yeux en regardant ses filles. À côté d'elle, Antoine semblait tout aussi ému. « Encore une chose, » annonça Élodie. « Nous voulons rendre un hommage spécial. » Sophie sortit 2 rubans, un doré comme la médaille de sauvetage d'Isabelle, et un autre vert, symbolisant le renouveau environnemental. « Maman, » commença Sophie, « tu nous as appris que le vrai courage, c'est d'aider les autres, même quand on a soi-même besoin d'aide. » « Et Monsieur Antoine, » continua Élodie, utilisant son surnom d'enfance pour lui une dernière fois, « vous nous avez appris qu'il n'est jamais trop tard pour réparer une erreur. » La communauté applaudit alors qu'elle remettait les rubans. Madame Colette mena une salve d'applaudissements et tout le monde leva son verre dans un toast collectif. Le coucher de soleil baigna le ciel de teintes roses et orangées, un spectacle autrefois caché par la fumée de l'usine. Sophie supervisait une exposition de photos documentant le quartier avant et après. Dans un moment de calme, Antoine trouva les jumelles à leur stand de limonade originale, maintenant conservé comme un monument. « Vous savez ce qui est vraiment cool ?» demanda Élodie en lui offrant un verre de la limonade originale. « Quoi donc ?»« Que l'histoire ne se termine pas ici, » répondit Sophie en lui montrant sa tablette. « Regardez combien d'autres quartiers veulent lancer leur propre projet. » Isabelle s'approcha d'elle avec Madame Colette à ses côtés. « Vous avez transformé des citrons en bien plus que de la limonade, » dit la vieille femme. « Vous avez transformé la tragédie en espoir. » La nuit se termina par la surprise finale des jumelles, un spectacle de lumière écologique illuminant le ciel. La dernière projection disait simplement « Parfois, l'amour a le goût de la limonade. » Antoine jeta un coup d'œil à la cicatrice sur son bras, la marque qui l'avait guidé à travers sa propre rédemption. Elle ne picotait plus. Maintenant, c'était juste un rappel que parfois, il faut se perdre pour trouver le bon chemin. Isabelle observait ses filles, Élodie rebondissant toujours d'excitation, Sophie prenant des notes jusqu'à la toute fin. Elles étaient si différentes et pourtant si complémentaires. L'une rêvant, l'autre planifiant. Ensemble, inarrêtables. Peu à peu, la fête se termina, mais le sentiment de renouveau persista dans l'air. Les stands de limonade seraient démontés pour réapparaître demain, poursuivant leur mission de répandre l'espoir, un verre à la fois. Car à la fin, il n'a fallu que 2 petites filles avec une idée simple, une poignée de citron et une foi inébranlable que faire ce qui est juste, même si cela arrive tard, est toujours le meilleur chemin à suivre.